Je pense que l'enregistrement s'est lancé, que vous nous voyez apparaître à l'écran. Bienvenue pour ce webinaire organisé par la CPNEF à l'ISFA, la CPNEF des acteurs du lien social et familial. Je vois un pouce qui se lève, c'est-à-dire que tout fonctionne. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour parler des financements européens. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Valérie Buzine et Camille Mazoyer du cabinet Welcome Europe, à qui je laisserai la parole juste après cette courte introduction. Je vais faire très rapide pour qu'on puisse vite rentrer dans le vif du sujet. Déjà, pourquoi ce webinaire, hein. Nous sommes dans un contexte de réduction des financements qu'on peut constater partout, hein, on le constate en matière de formation. À la CPNEF, on est bien placé pour l'observer de très près, mais ça va concerner tous les pans de l'activité des structures de la branche, et on a pu voir apparaître notamment dans l'étude en lien avec la charge de travail des directions, à quel point la recherche de financement prenait une place de plus en plus importante dans le quotidien des directions, et à quel point c'était quelque chose qui engendrait, qui faisait partie des causes de cette charge de travail en constante augmentation. Par ailleurs, lors de la dernière enquête de l'Observatoire qui s'est intéressé aux pratiques en matière de formation dans la branche, on a pu mesurer que moins de 1% des structures de la branche avaient déjà mobilisé des fonds européens pour financer de la formation, et qu'on n'en avait que 7% qui nous déclaraient bien connaître le sujet, les autres allant d'une connaissance partielle à pas de connaissance du tout. Donc, dans ce contexte, la CPNEF a décidé de programmer un temps de présentation de ces financements qu'on vous propose donc aujourd'hui. Et donc, on va s'intéresser à la fois à l'intérêt de ces financements. Ensuite, Valérie nous dressera un panorama des financements mobilisables. On verra comment fonctionnent concrètement les projets européens. Et puis, on aura un temps de questions-réponses en fin de webinaire. Et puis, on se permettra de programmer un petit temps à mi-parcours de questions-réponses pour rendre le temps d'échange plus dynamique. Vous avez la possibilité de poser des questions dans le petit onglet questions qui est donc en haut à droite de votre écran, normalement, si tout est au même endroit que sur mon écran. Et donc, sur ces questions-là, Camille, qui travaille en coulisses, pourra vous répondre par écrit sur certaines de vos questions. Et puis, Valérie reviendra sur vos questions en milieu et en fin de webinaire, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Dernière précision, en fin de webinaire, un sondage vous sera proposé, quelques toutes petites questions, notamment pour recueillir vos besoins en matière d'information. Donc, c'est super important pour nous, pour qu'on puisse continuer à vous proposer des temps d'information qui répondent à tous vos besoins. Et puis, j'ai menti, c'était pas le dernier point. Le dernier point, c'est que ce webinaire, il sera proposé en replay sur le site alisfa.fr et le support vous sera envoyé à la fin du webinaire. Donc voilà, j'anticipe déjà cette question. Et c'est tout pour moi. Je vais maintenant laisser la parole à Valérie, que je remercie par avance pour tous les éclairages qu'elle va nous apporter. Merci Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie, nous sommes ravis avec Camille d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, comme vous le voyez sur le programme du webinaire qui est projeté ici, on va pendant ce court temps que nous avons ensemble essayer de débroussailler avec vous cette matière, cette information qui est le financement européen.
Et donc, on verra ensemble ces cinq parties avant un temps de questions-réponses. Et effectivement, vous avez la possibilité de poser vos questions voilà, sur le site. N'hésitez pas. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'acronymes, donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Mais parfois, il y a quelques éléments de jargon qui peuvent passer comme ça, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de précision. Alors, peut-être avant de commencer, juste un point de présentation. Je suis la directrice d'un cabinet qui s'appelle Welcome Europe, qui a rejoint le groupe CMI récemment. Notre cabinet est spécialisé dans l'accompagnement de porteurs de projets publics, privés, associatifs, dans l'accès au financement public européen principalement. Donc, on a vraiment cette expertise d'accompagnement, d'aide à l'émergence des projets. Donc, on intervient le plus en amont possible auprès des structures qui en ont besoin pour formaliser des projets et les aider dans toutes les démarches de candidature au fonds public européen, différentes enveloppes qu'on verra ensemble. Et puis, on intervient également donc dans les aspects d'appui au reporting de ces fonds. On le verra un petit peu ensemble aussi, puisqu'il y a un certain nombre d'exigences pour pouvoir obtenir in fine les subventions. Et donc, ça fait partie également de nos missions. Voilà donc pour le cabinet. Et on va attaquer ensemble directement la présentation. Mais déjà, avant d'aller dans le contenu, c'est important de savoir pourquoi on va aller chercher des financements européens. Donc, bien évidemment, il y a la question de la recherche de la subvention, de l'aide financière qui est nécessaire, qui va être nécessaire pour réaliser des projets. On le sait tous, en fait, les fonds publics nationaux, locaux ont tendance à diminuer. Et donc, de plus en plus de structures se retournent vers ces financements qui sont pas forcément bien connus, bien maîtrisés au démarrage. Et pour autant, ça devient quasiment incontournable aujourd'hui que de s'intéresser à ces opportunités. Donc, il y a vraiment cette recherche en matière de financement. Et je pense que dans la démarche qui est celle des porteurs de projets aujourd'hui, elle doit être accompagnée vraiment de cette volonté de développer de nouvelles activités. Donc, le financement européen qui n'est pas un fonds pérenne, qui est vraiment un fonds destiné à avoir un effet de levier sur de nouveaux projets. C'est vraiment cette recherche que la Commission a mis en priorité pour l'octroi des subventions. Et donc, on va chercher à avoir de nouvelles actions, de nouvelles ambitions au niveau des projets, vraiment des tailles, des ampleurs aussi, passer des caps au niveau des projets grâce à ces financements européens. Donc, il faut toujours aussi garder en tête cette notion un petit peu d'effet de levier du financement et que c'est vraiment très utile pour des structures pour pouvoir après s'attaquer peut-être à de nouveaux marchés, à de nouveaux types d'actions, nouvelles types d'actions qui pourraient s'offrir et qui seraient bénéfiques donc pour vos publics ou les structures. Et puis, il y a aussi un intérêt au niveau du partenariat, qu'il soit local, qu'il soit institutionnel. Ce sont des financements qui vivent dans un environnement collaboratif au niveau des territoires. Et je pense que c'est aussi un intérêt de ces financements que d'aller rechercher l'expérience d'autres structures qui peut-être se sont déjà positionnées au niveau des fonds, et donc de pouvoir aussi créer des réseaux, que ce soit de partage de pratiques, de partage d'expériences, de recherche ou de nouvelles solutions qui auront été adoptées pour pouvoir intégrer ces dispositifs dans le fonctionnement des structures, dans les pratiques des différents professionnels des structures. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à élargir aussi la recherche. Il y a le financement, c'est bien évidemment la priorité, mais il n'y a pas que ça sur ces dispositifs. Et donc, nous, dans notre travail un petit peu de tous les jours, on a une ambition, c'est de lever les freins à l'accès au fonds. Parce que dans toutes les interventions que nous faisons, on entend toujours, donc ce que vous voyez dans ces petites bulles, ces phrases, j'imagine que certains d'entre vous se sont déjà posées ou ont déjà pu communiquer ce type d'idées. Voilà, la charge administrative des projets cofinancés par les fonds européens est très importante. Il y a beaucoup de contrôles. Il y a une exigence au niveau des justificatifs. Ce sont que les grosses structures qui peuvent y avoir accès.
Voilà, et c'est vrai qu'on entend beaucoup d'informations sur ces fonds. On ne va pas se mentir, certaines sont justifiées, bien évidemment. Il y a quand même pas mal d'attentes au niveau de la gestion des fonds, mais ce n'est pas impossible d'y accéder. Dans la pratique qui est la nôtre, on essaye vraiment de faciliter l'accès au financement public européen en mettant en place des méthodes de travail qui sont adaptées au niveau du projet, au niveau de la structure, des outils. On ne travaille pas sur des outils qui sont que des outils de grosses entreprises ou voilà, qui nécessitent vraiment une expertise particulière. Très souvent, on va être sur des outils très simples, Excel, où on va s'attacher vraiment à développer des outils qui sont déjà en interne. Donc, méthode et outils, c'est la base. Et puis, j'ai envie de dire de la rigueur, parce que oui, il y a quand même une exigence au niveau de la manipulation de ces enveloppes, de la mise en œuvre de l'application au niveau des projets et des comptes rendus on doit faire aussi sur la bonne utilisation de la subvention. Donc, ça nécessite beaucoup de rigueur. Et c'est vrai qu'une fois qu'on arrive à combiner déjà ces trois aspects-là au niveau de la démarche, eh bien, finalement, la mise en œuvre, l'accès au fonds est beaucoup plus facilité et surtout la gestion par la suite. Et puis cette notion de réseau, parce que comme je le disais tout à l'heure, ça passe beaucoup aussi par des échanges de pratiques. Et donc, je pense que c'est important de savoir s'entourer et de pouvoir partager avec d'autres acteurs des expériences qui auraient été faites et qui montrent justement qu'il est possible aussi d'accéder à ces financements. Voilà, donc une fois qu'on a dit ça, on va rentrer donc sur la première partie, enfin la présentation des fonds avec donc une présentation du panorama des différents financements. Et donc, avant de rentrer dans le détail un petit peu des programmes, en tout cas des principaux programmes qui pourraient vous intéresser, il est important de bien comprendre l'articulation des dispositifs de financement qui sont proposés par la Commission européenne. Cette compréhension, cette visibilité, elle permet, quand on est acteur, porteur de projet au sein d'une structure, de pouvoir mener correctement la recherche, l'identification du bon financement qui pourra être mobilisé pour la réalisation du projet. Alors, pourquoi on doit faire ce choix? Je pense qu'il y a une règle qui est déjà très importante et sur laquelle je vais certainement revenir par la suite. C'est une règle de non-cumul de fonds européens pour un projet. Ce qui signifie que pour une même action, pour un même projet, vous ne pouvez pas mobiliser deux aides européennes. On peut avoir une complémentarité sur des projets d'ampleur que vous auriez, dans lesquels on va organiser des phases de travail qui pourraient devenir des candidatures à plusieurs fonds. Donc, une structure peut avoir plusieurs financements européens en même temps, mais ces financements seront dédiés chacun à un dossier de candidature, à un projet particulier. Donc ça, c'est très important à intégrer et ce qui nécessite donc de faire ce bon choix du dispositif qui correspond au projet. Et surtout, éviter le piège aussi que beaucoup de structures font au démarrage, c'est d'aller regarder les programmes de financement et d'essayer de faire rentrer coûte que coûte son projet dans des cases qui finalement mèneraient à dénaturer ce qu'on souhaite faire et donc rendraient beaucoup plus compliqué la démarche de réalisation par la suite. Alors, au niveau de l'organisation de nos financements européens, donc on a trois familles de fonds qui sont organisées aujourd'hui, proposées par la Commission européenne. Nous avons tout d'abord ce qu'on appelle les fonds européens en région. Alors, le nom officiel qu'on va utiliser, l'acronyme, ce sont les FESI, les Fonds européens structurels et d'investissement. Donc voilà, ça c'est le terme un petit peu officiel. Tout le monde retiendra les fonds structurels, qui est une terminologie utilisée depuis pas mal de temps maintenant, et qui désigne plus particulièrement les fonds FEDER, le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen plus, FSE+, le FEADER, le Fonds européen de développement, rural. Donc voilà, ça, ce sont les trois principaux fonds. Il y en a d'autres, mais c'est ceux qu'on connaît le plus sur nos territoires et qui nous concerneront davantage aujourd'hui. Donc la particularité de ces enveloppes, de ces financements, c'est bien évidemment tout d'abord qu'ils proviennent
de l'enveloppe du budget européen, mais ils ne sont pas mis en œuvre directement par la Commission européenne. Ce sont en France principalement les conseils régionaux et les services d'État en région qui vont être en charge de la mise en œuvre et de la gestion de ces dispositifs. Donc, on n'a pas une approche directe de l'institution européenne. Elle a délégué en fait ce rôle-là aux États membres et donc pour nous, conseils régionaux et services d'État, qui sont les mieux à même de piloter ces dispositifs sur les territoires. Donc, ces dispositifs vont soutenir des projets vraiment qui servent, qui accompagnent le développement des territoires. Et donc, ils vont soutenir des projets qui sont principalement portés de manière monodéposante. On est un portage qui ne nécessite pas de se mettre en partenariat avec d'autres structures. On commence à avoir certains cas où cette démarche est possible, mais ce n'est pas ce qui est forcément recherché. Donc, une structure seule sur un territoire qui a un projet ancré dans son territoire peut aller chercher une aide du FEDER, du FSE ou du FEAD. Donc, ce sont des financements qui interviennent en cofinancement. Donc, on est sur des taux d'intervention qui sont fixés par région, là aussi. Hein, donc, on verra, on peut aller jusqu'à 60% en métropole. Ça peut être plus important dans les régions d'outre-mer. Et donc, ces taux d'intervention doivent être respectés aussi. Donc, voilà pour ces différents dispositifs au niveau des fonds structurels, des FESI. La deuxième famille de fonds, ce sont les fonds européens sectoriels. Donc, ces fonds sectoriels, on les appelle également des programmes en accès direct à la Commission européenne. Et donc, vous voyez déjà dans la définition, dans la façon de les nommer, qu'on est voilà, on crée vraiment une distinction avec les FESI. Les fonds européens sectoriels sont directement gérés par la Commission européenne à Bruxelles, donc par ses directions générales ou par des agences exécutives qu'elle mandate. Donc, quand on s'inscrit dans ce type de financement, on va avoir un contact avec les services de la Commission. Et donc là, voilà, c'est une petite parenthèse. On démystifie un petit peu la Commission européenne qui est très facile à contacter finalement par téléphone ou par mail. Les personnes qui sont en charge des programmes répondent sous 48 heures aux questions. Ils répondent au téléphone. On peut les rencontrer. Si on va à Bruxelles, à partir du moment où on n'est pas dans une phase de candidature, il est tout à fait possible d'avoir un rendez-vous. Voilà, et parfois, c'est même plus facile de contacter la Commission européenne que certaines autorités de gestion en France. Donc, voilà, je ferme ma petite parenthèse. C'était voilà, pour un petit peu démystifier cette institution. Et donc, quand on s'inscrit dans un programme qui est directement géré par la Commission européenne, ce qui va être attendu par la Commission, c'est tout d'abord la notion de coopération. Donc, elle va soutenir des projets collaboratifs qui vont être portés par des partenariats, des consortiums réunissant plusieurs structures de plusieurs États membres de l'Union européenne ou partenaires du programme. Donc, la règle de base étant 3 structures de 3 États membres ou partenaires donc, au niveau du programme. Aujourd'hui, on est davantage sur des partenariats quand même un petit peu plus conséquents. Et voilà. Mais il faut garder en tête que c'est vraiment l'essence même de ces programmes de financement et la Commission les a mis en place avec le premier programme type Erasmus pour favoriser la coopération, les échanges de bonnes pratiques, le travail, la recherche d'alternatives en commun entre des structures qui ont voilà, des façons de travailler différentes, qui ont une culture différente. Et donc, voilà, cette partie vraiment est très importante et très regardée au niveau des évaluations de projet. Donc ça, c'est le premier aspect qu'on va avoir au niveau de ces programmes. Bien évidemment, la recherche donc, de la dimension européenne du projet, pouvoir essayer de couvrir et d'impacter le plus largement le territoire de l'Union européenne sera attendue dans le cadre de ces programmes.
comme pour les FESI, donc on a quand même quelques points communs, heureusement. On fonctionne sur une procédure d'appel à proposition ou appel à projet, qui est une procédure obligatoire pour pouvoir sélectionner le projet. On n'a pas de dépôt ad hoc hors procédure pour obtenir une subvention. Il faut s'inscrire vraiment dans une démarche d'appel à proposition qui nécessite donc de répondre à un cadre et de proposer donc un projet en réponse à un certain nombre d'attentes exprimées dans ce document. Donc, c'est la deuxième partie, deuxième famille de fonds. Et la troisième, qui est un petit peu à part, un petit peu particulière, c'est ce qu'on appelle la coopération extérieure. Donc, la Commission soutient également des projets qui vont servir à faire rayonner finalement l'Union européenne sur l'ensemble du territoire mondial. Donc, il y a des programmes qui vont servir à soutenir de la coopération entre des structures de l'Union européenne et des structures issues d'autres pays de l'extérieur de nos frontières. Donc, on va avoir des possibilités de coopération avec l'Asie, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord. Bref, toutes les parties du monde sont concernées par un financement, avec parfois une logique, bien évidemment, de soutien d'aide humanitaire. Donc, ça, ce sont les fonds peut-être qu'on connaît le plus au niveau de cette logique, mais également des projets de coopération, par exemple, pour aider à l'internationalisation de pratiques commerciale, de production, etc. Donc là, on rentre dans un fonctionnement encore un petit peu différent, une réglementation à part. On ne reviendra pas sur cette logique aujourd'hui, mais ça peut être intéressant voilà, pour des structures qui peut-être souhaitent établir des partenariats avec d'autres zones géographiques que celles de l'Union européenne. Donc, vous avez quelques exemples de fonds, mais on va y revenir un petit peu en dessous de ces différentes logiques. Dans les principes de base de fonctionnement qu'on retrouve un petit peu en fil conducteur sur l'ensemble de ces dispositifs, qui sont partagés par ces dispositifs, je vous ai parlé de la règle de non-cumul, donc voilà, je vous dis, je recommence et j'y reviendrai certainement avant la fin de cette intervention. Donc très important parce que finalement, ça peut conduire à des requalifications d'aide, donc on est très vigilant à l'application de cette règle dès le démarrage de la démarche de candidature. Le principe de cofinancement, c'est important de le garder en tête parce qu'il va falloir, quand on se lance dans cette démarche et qu'on va rechercher des financements, on est dans la phase vraiment de préparation de projet, déjà s'interroger sur l'origine des autres contributions qu'on va pouvoir mobiliser pour réaliser le projet. Et donc, c'est vrai qu'après, en fonction de chaque dispositif, les montants, les taux d'intervention des différents programmes seront différents. Donc, il faudra vérifier cette information également par programme. Et puis, une règle, bien évidemment, d'absence de profit. Donc, on n'a pas le droit de générer du profit sur de l'aide publique européenne. Donc ça, c'est aussi important à le garder en tête pour des projets qui pourraient avoir ce type de démarche-là. Alors, on va, dans le cadre de la présentation, voir ensemble deux des trois familles, comme je vous le disais, fonds. Donc, on va commencer par les fonds européens structurels et d'investissement, qui sont peut-être les dispositifs les plus accessibles aujourd'hui ou les plus évidents à les solliciter pour des projets de territoire, des projets que vous pourriez porter. Et puis, dans un deuxième temps, on ira plutôt voir les programmes sectoriels qui peuvent être complémentaires et à ne pas oublier pour donner une autre dimension au projet que vous pourriez porter. Alors, dans le cadre de ces FESI, ces fonds européens structurels et d'investissement, donc il faut comprendre que ces dispositifs de financement, ce sont des instruments. Ces instruments doivent servir à atteindre un certain niveau de développement, atteindre certains résultats et contribuer à certaines politiques qui ont été définies à l'échelle de l'Union européenne. Et pour ce qui est donc des fonds structurels, il y a trois politiques principales qui sont concernées. La politique dite de cohésion, une politique régionale de l'Union européenne, qui est une politique de solidarité, ce qui signifie que chaque État membre va contribuer au budget et qu'il y aura une reventilation des budgets alloués aux régions en fonction de leur niveau de développement. L'objectif
général de cette politique étant d'assurer un niveau de développement homogène des régions de l'Union européenne et donc de pouvoir ensemble aller vraiment à un niveau de croissance et de développement des territoires satisfaisant. La deuxième politique, c'est celle du développement rural. Et puis, on a la politique de la pêche et des affaires maritimes. Et donc, pour atteindre les objectifs qui ont été fixés dans les stratégies de chacune de ces politiques européennes, il y a ces fameux instruments de financement. Donc, on va voir le FEDER et le FSE+, donc Fonds européen de développement régional et le Fonds social européen. Et puis, on parlera aussi un petit peu du Fonds européen agricole pour le développement rural, le FEADER, qui peut intervenir aussi sur des projets, donc peut avoir un intérêt pour certains parmi vous qui pourraient porter des projets situés en zone rurale. Alors, a priori, on ne regardera pas le FEAMPA pour les affaires maritimes et la pêche, qui est un petit programme un petit peu à part et qui soutient majoritairement quand même la production et vraiment la filière de la pêche et de l'aquaculture. Alors, comment on choisit parmi ces différents financements? Donc, au niveau des deux principaux, on va dire au niveau du FEDER et du FSE, de manière assez simplifiée, on va dire. Le FEDER, en fait, c'est un financement qui va soutenir des projets lourds, des projets matériels, d'équipements, de développement économique, d'outils numériques. Voilà, donc on est vraiment dans ce type de mots-clés sur des projets de rénovation énergétique de bâtiments. Donc, tout cela peut faire écho peut-être à des projets que vous pourriez porter et qui pourraient s'avérer donc intéressants sur votre territoire au niveau des programmes qui vous concerneraient. Le Fonds social européen, lui, va davantage s'intéresser à des projets immatériels. C'est-à-dire qu'ils vont générer des dépenses plutôt de ressources humaines, de prestations. Donc, on est plutôt vraiment sur la dépense immatérielle. Et c'est un financement, donc quand même un des premiers financements qui a été proposé par l'Union européenne, qui soutient donc l'insertion professionnelle, l'employabilité, la formation, l'inclusion aujourd'hui, de plus en plus. Au fil des années, on a cette thématique d'inclusion qui est de plus en plus importante, d'ingénierie pédagogique, d'insertion, etc. Donc, on est vraiment sur des projets plutôt humain, entre guillemets. Si on fait un raccourci par rapport au FEDER, on sera plutôt sur du matériel de l'équipement. Voilà, on peut inclure le FEADER, si vous voulez faire une distinction, qui serait un petit peu entre les deux, entre le FEDER et le FSE. Et on peut retrouver dans le FEADER des opportunités pour des projets qui seraient donc un petit peu comme du FEDER, donc sur du matériel ou de l'équipement, ou un petit peu comme du FSE sur de l'humain, mais qui se situerait en zone rurale. Voilà, donc c'est un petit peu le pendant de ces deux financements, mais en zone rurale. Donc ça vous donne une sorte de lisibilité, de compréhension de la façon dont sont répartis ces financements. Il n'y a pas de doublon sur un territoire. Il faut savoir qu'il y a des lignes de partage qui ont été établies au niveau des services gestionnaires des fonds. Et donc, si on se pose une question, on peut très rapidement, en les interrogeant, savoir dans quel dispositif on peut se situer. Au niveau de ces dispositifs, je vous ai mis ici un petit rappel ou une petite présentation des principaux points à sécuriser. Pour nous, c'est quelque chose d'important de pouvoir démarrer une démarche de candidature déjà en sécurisant, en anticipant un certain nombre d'éléments qui, s'ils ne sont pas pris en compte ou pas bien maîtrisés dès le démarrage, peuvent poser des difficultés par la suite. Donc, c'est vraiment des points d'attention pour nous. Bien évidemment, vérifier l'éligibilité de la structure, du territoire en fonction du dispositif. Comme je vous le disais tout à l'heure, vérifier qu'on a le cofinancement nécessaire donc, pour pouvoir réaliser ce projet-là, puisque ces financements européens interviennent donc vraiment partiellement sur le projet. Voilà, on aura un certain nombre de dépenses à réaliser. Donc, dans quelle catégorie ces dépenses vont se situer? Si on est sur des dépenses plutôt de travaux, d'équipements, de prestations, donc il y aura un certain nombre de démarches, de règles peut-être à vérifier au démarrage.
Que la structure a la trésorerie suffisante. Donc ça, je sais que c'est un sujet qui est important pour la plupart des structures. Et c'est important de se poser cette question-là et d'être vraiment sécurisé sur le fait qu'on est en capacité de pouvoir gérer ce projet-là avant de se lancer. Donc ça, pour nous, c'est voilà, on a toujours effectivement tendance à vérifier, survérifier même ce positionnement avant d'engager une structure dans la démarche pour ne pas la mettre en difficulté par la suite. Parce qu'il va falloir effectivement, et ça c'est quelque chose qui est commun au niveau des FESI, quand même avoir la possibilité de réaliser un certain nombre de dépenses avant de recevoir le financement. Et de pouvoir donc par la suite obtenir la subvention dans sa globalité. Et puis, il y a des points quand même de justification, de reporting qu'il faut garder en tête parce que tout ne s'arrête pas malheureusement à la signature de la convention. Il y a quand même un certain nombre de principes de gestion à mettre en place. Et donc, ce sont vraiment des points d'attention parce que ça se fait bien évidemment avec, comme je vous disais tout à l'heure, des outils et une méthode qui n'est pas forcément compliquée, mais qu'il faut anticiper, surtout dans le fonctionnement de sa structure pour pouvoir réaliser son projet vraiment avec toute la disponibilité possible pour les actions et être bien organisé sur ces aspects qui sont un petit peu plus administratifs. Et voilà, mais qui prennent du temps et qu'il est nécessaire de mettre en place quoi qu'il arrive. Alors, j'espère que je n'ai perdu personne en cours de route. Alors, on va continuer. Et on va aborder ensemble le premier fonds qui est quand même assez intéressant a priori pour vos projets dans vos secteurs d'activité. C'est le Fonds social européen plus. Alors pourquoi plus? Parce que on en est à la, je ne sais pas combien de générations du FSE, mais il y en a déjà eu pas mal. Et donc au fur et à mesure, le FSE prend de plus en plus d'ampleur. Et donc cette programmation depuis 2021, on est sur des programmations de 7 ans. Ce dispositif a été renommé en FSE+. Il a été élargi donc, au niveau des thématiques. Je parlais tout à l'heure de l'inclusion qui a pris beaucoup plus d'ampleur et il y a d'autres composantes qui ont été rajoutées à ce dispositif qui lui a donné donc cette dimension supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce financement au niveau du FSE? Donc, on retrouve des thématiques, comme je vous disais tout à l'heure, sur l'emploi, l'éducation, l'inclusion, le développement des compétences ou l'apprentissage encore. Donc, après, voilà, ce sont les thématiques principales. On retrouve l'employabilité, on retrouve la lutte contre les discriminations. Voilà, il y a plein d'autres thématiques aussi qui découlent de toutes celles-ci. Et qui vont donc guider ensuite l'identification, l'émergence des projets. Donc ça, c'est la base au niveau du FSE, les points d'entrée. Le deuxième point qui est peut-être important à bien comprendre dès le départ au niveau de la mise en œuvre du dispositif au niveau national, c'est l'organisation qui a été retenue dans sa mise en œuvre. En France, on a une gestion dite partagée du FSE+, entre l'État et les régions. Au niveau de l'État, on a à peu près 65% du budget qui est géré, qui est mis en œuvre dans le cadre d'un programme opérationnel dit national. Donc, on a un seul et même document, qu'on appelle le PON en raccourci, un programme opérationnel national, FSE+. C'est au niveau du ministère, de la Direction générale emploi et formation professionnelle, qu'il y a donc la gestion, ce qu'on appelle l'autorité de gestion nationale du programme. La DGEFP s'appuie ensuite sur les services d'État en région, les DRETS, qui vont appliquer sur leur territoire ce programme. Donc, on a un cadre global et une mise en œuvre sur les territoires. Donc, pour des projets qui s'inscrivent dans cette envergure régionale. Et donc, chaque DRET, quand elle va appliquer ce programme, va bien évidemment retenir les principes thématiques qu'on va voir, les priorités qu'on va voir ensemble après, mais elle va préciser en fonction du contexte et du territoire, des besoins du territoire, les attentes en termes de projet.
On a une petite enveloppe à l'échelle nationale également pour des projets d'envergure nationale ou interrégionale, mais qui est quand même assez limitée. Donc, on parle vraiment plutôt d'une mise en œuvre régionalisée du programme national. Ensuite, les 35% restants du FSE+, se retrouvent dans les programmes régionaux des fonds structurels. Ces programmes régionaux sont qu'on appelle plurifonds, c'est-à-dire qu'on va retrouver à l'intérieur de ces programmes opérationnels, pilotés par les conseils régionaux cette fois-ci, des priorités permettant de soutenir des projets grâce au FEDER. Donc, on a vu tout à l'heure avec des thématiques plutôt d'équipement, d'outils, de bâtiments, etc. Et on va avoir quelques priorités qui vont utiliser du Fonds social européen plus pour soutenir des projets en lien avec les compétences des conseils régionaux, donc plutôt sur les thématiques de formation. Voilà, donc ça c'est important parce que ça veut dire que quand on s'inscrit dans ces thématiques du FSE, que vous voyez à gauche de l'écran, eh bien finalement on a deux portes d'entrée principales. Donc la question c'est laquelle choisir. Il y a là aussi des lignes de partage entre les services de l'État et les conseils régionaux pour mobiliser du FSE. La complexité au niveau des fonds, c'est que on n'a pas toujours les mêmes réponses d'un territoire à l'autre. Donc, pour des structures qui seraient établies sur plusieurs régions, à chaque fois, il faudra faire la démarche de vérification. Mais sachez qu'en tout cas, voilà, les choses sont assez claires entre les deux parties. Et s'il y a un doute, il est tout à fait possible de contacter soit SADRETS ou le conseil régional qui pourra très rapidement indiquer quelle est la structure, l'autorité de gestion donc, qui sera concernée, quelle est la partie du programme qui sera concernée et la plus appropriée pour votre projet. Alors, au niveau du programme opérationnel national FSE, tout d'abord. Donc là, on va regarder le programme qui est donc identique pour l'ensemble des territoires, l'ensemble des régions de la France, pardon, mais qui vont être appliqués, comme je vous le disais, pour chaque territoire avec donc ses propres spécificités. On a donc un programme. Donc, c'est vraiment un document dans lequel on va retrouver un diagnostic, etc., et puis des priorités. C'est dans ces priorités que nous allons pouvoir retrouver le type de projets qui sont éligibles au fond. D'accord? Donc, les thématiques. Et je vous invite vraiment à consulter ce document. On a mis en annexe du support les liens pour aller sur les sites principaux. Il est assez bien rédigé, assez bien fourni en exemples d'actions éligibles et donc très souvent, donc vraiment pour travailler depuis très longtemps sur le FSE, c'est quelque chose qui se vérifie assez régulièrement. Une structure qui a un projet pourra finalement peut-être avoir d'autres idées ou se dire ah ben, finalement j'ai un autre projet, j'y avais pas pensé, mais avec le financement là on voit que c'est éligible, donc peut-être qu'on va le refaire passer en priorité et peut-être qu'il va donc pouvoir se concrétiser plus rapidement que ce que nous avions prévu. Donc n'hésitez pas à consulter vraiment dans sa globalité au niveau des priorités du FSE le dispositif pour voir ce qui est possible de faire financer. C'est pas exhaustif, mais déjà ça donne une très très bonne idée. Et c'est, je pense, le seul fonds sur lequel on peut donner ce type de conseil, puisque comme je vous le disais au démarrage, vraiment, il faut faire attention entre le projet, ce qu'on souhaite réaliser, et le programme, et pas essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés. À un moment donné, ça pose problème. Voilà. Mais là, c'est vrai que le FSE, le programme du FSE est assez parlant, donc n'hésitez pas à le consulter. Alors, ce qu'on va voir un petit peu plus en détail, ce qu'on a un petit peu pré-identifié, malgré tout, c'est donc ces trois thématiques qui sont un petit peu surlignées sur l'écran, qui concernent l'insertion professionnelle, l'inclusion sociale, les compétences et mutations économiques, le marché du travail inclusif et sain. Donc, ce sont trois priorités dans lesquelles on va retrouver des types d'actions qui nous paraissent assez intéressantes par rapport au projet que vous pourriez porter. Je ne dis pas que c'est exhaustif, puisqu'il peut y avoir ça, voilà, dans l'innovation sociale aussi, peut-être des projets de lutte contre les décrochages, bref, d'autres priorités intéressantes, mais on va aujourd'hui peut-être davantage se concentrer sur celle-ci. Voilà, un petit extrait d'actions donc vous allez pouvoir retrouver rédigées dans le programme opérationnel. Alors là, vous voyez un certain nombre de sigles, d'acronymes, et on se dit il y a beaucoup de codes finalement au niveau des fonds européens, mais c'est vrai que là,
sur ces programmes, on est assez fourni en acronymes de tout genre, donc il faut, malheureusement, on n'a pas le choix. Donc les P1, donc priorité, vous voyez, donc on retrouve les priorités dont on a parlé tout à l'heure, et les OS, donc objectifs spécifiques. Donc là, c'est vraiment la déclinaison du programme, hein, sa structure. Donc on n'a pas le choix, ça s'est imposé par la Commission européenne. Chaque État membre a cette structuration. Priorité et objectifs spécifiques. Et donc, on retrouve, par exemple, sur l'objectif spécifique L, une priorité sur la professionnalisation donc, du champ social avec des actions de formation, de mise en réseau des travailleurs sociaux, médico-sociaux, formation des professionnels de l'enfance. Sur la priorité 3, donc qui est plutôt sur tout ce qui est évolution, mutation économique, évolution du marché du travail, etc. On sera donc sur la formation continue des actifs, donc voilà, sur la notion d'employabilité des salariés, l'ingénierie, les parcours de formation. Toujours sur la priorité 3, sur l'anticipation des mutations, donc tout ce qui va concerner la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, par exemple. Voilà, on retrouve des possibilités de financement sur cette partie. Sur l'économie sociale et solidaire, donc on pourra regarder sur la priorité 4 et l'objectif spécifique A. Outillage, ingénierie, professionnalisation. Donc tout ça, c'est vraiment du jargon qu'on utilise dans le cadre du FSE et qu'il va falloir aussi s'approprier, essayer de traduire, entre guillemets, son projet en langage FSE pour pouvoir créer la liaison et démontrer l'adéquation entre son projet et le programme. Voilà, donc tout ce qui est équilibre des temps et qualité de vie, santé au travail. Donc, vous aurez plus de détails dans les documents, mais ça vous donne déjà une idée des types d'actions qui sont attendues au niveau du programme. Avec peut-être un lien sur l'accompagnement des publics fragiles. Donc ça, c'est assez intéressant de pouvoir le mettre en avant au niveau des programmes. Donc, on a retenu cette ligne-là, mais également la professionnalisation des salariés ou l'amélioration de la qualité de vie au travail. C'est des problématiques qu'on retrouve assez régulièrement dans les structures. Peut-être que la première paraît plus évidente, donc ça, vous pourrez nous le dire peut-être en commentaire, mais c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup de projets dans cet environnement, dans cette priorité, donc tout ce qui est accès aux droits, l'inclusion sociale qui a été renforcée sur cette programmation, comme je vous le disais. Et on a également sur cette version du FSE des nouvelles possibilités de financement de projets sur l'accompagnement des familles ou des jeunes, mais vraiment, voilà, on sort vraiment uniquement la catégorie des jeunes dans leur parcours d'insertion professionnelle. On peut également avoir des projets destinés à la petite enfance. Et donc ça, c'est assez récent quand même sur du FSE. Donc pensez-y. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant à aller regarder au niveau du programme. Au niveau du Fonds social européen, c'est vrai que je l'ai un petit peu évoqué au démarrage, hein, que ces financements devaient avoir un effet de levier sur de nouveaux projets. On n'est pas sur du financement pérenne. Et donc, c'est peut-être quelque chose que nous rencontrons régulièrement quand on accompagne des structures. C'est très souvent, elles vont rechercher à avoir un financement pour soutenir des projets courants, des activités courantes. Donc ça, il faut faire très attention parce que les fonds européens ne doivent pas servir à financer le fonctionnement courant d'une structure. Donc gardez en tête que c'est vraiment toujours pour l'émergence d'un nouveau projet. Alors ça ne veut pas dire forcément à chaque fois d'avoir vraiment de l'innovation. L'innovation, c'est un peu un gros mot au niveau des fonds européens. On l'utilise à toutes les sauces possibles. Mais essayez d'avoir une notion de progrès sur ce que vous allez proposer. Peut-être que l'action, en fait, en elle-même existe déjà au sein de votre structure, mais vous allez développer une nouvelle méthode pour l'appliquer. Vous allez l'orienter vers un nouveau public, sur un nouveau territoire. Donc, il y a toujours cette notion vraiment de nouveauté qu'il faut garder en tête et qui doit être démontrée dans la présentation du projet et qui va justifier la recherche de ce financement européen.
Donc ça, pensez-y, gardez-le en tête pour vraiment, très souvent, c'est dans l'écriture même de la présentation du projet qu'on arrive à démontrer que le FSE va avoir cet effet de levier pour vos nouvelles activités. Alors, on parlait du programme opérationnel national et donc je vous disais tout à l'heure, pour s'inscrire, pour aller chercher une subvention, il y a toujours une procédure d'appel à proposition ou appel à projet. Donc ça, c'est systématique. Le format de ces appels peut varier d'une région à l'autre, voire même à l'intérieur d'une même région, en fonction des priorités. On peut avoir des appels à projets qu'on appelle ponctuels, c'est-à-dire qu'ils vont être publiés à un instant donné, avec une date limite de dépôt des candidatures également fixée, 2 ou 3 mois après la date de publication. Donc, on a un laps de temps assez cadré pour pouvoir déposer sa candidature. Donc ça nécessite vraiment de mettre en place une veille sur la publication des appels à propositions, de pouvoir peut-être les identifier en amont en interrogeant les services de l'État, donc les DREETS ou le conseil régional, en fonction du fonds qu'on va les rechercher. Mais voilà, on est cadré, on a ce calendrier qui va être imposé par l'appel à proposition. Le deuxième format, c'est ce qu'on appelle des appels à projets ouverts en permanence. Donc, ce sont des appels qui sont publiés ou avec une ouverture de la possibilité de candidater à un moment donné, qui peut être le démarrage de la programmation parfois. Et on va vous dire, en fait, vous pouvez déposer votre projet à n'importe quel moment donné jusqu'à épuisement des fonds. Donc, en gros, ça peut aller jusqu'à la fin de la programmation. Donc là, on n'est pas contraint par une date limite. Maintenant, il faut garder en tête que les fonds s'épuisent. On arrive là en dernière partie de la programmation. Donc, on vérifie toujours cet aspect-là aussi. Globalement, il reste des fonds, mais ça reste quand même une question à poser. Et donc, dans ce cadre-là, ça permet aussi de pouvoir s'organiser en fonction de ces autres contraintes finalement que le dispositif. Et parfois, c'est quand même beaucoup plus facile de pouvoir avoir ce type de démarche pour des projets qui sont prévus dans un délai un petit peu plus lointain. Et donc, ça nous permet quand même d'avoir plus de préparation. Alors, quand on va répondre dans un appel à proposition, qu'il soit ponctuel ou ouvert à permanence, on va avoir une vérification à mettre en place, donc une sorte de petite liste de contrôle, de vérification. Donc ça, je vous conseille vraiment de mettre en place des petits outils comme ça qui sont très simples, mais qui sont assez efficaces pour pouvoir déjà stabiliser un certain niveau d'éligibilité à l'appel à proposition. Donc, vérifier que la structure est bien éligible, fait bien partie des structures dites éligibles au niveau du texte. Donc, on a toujours cette petite partie. S'il y a une question, eh bien, on appelle l'autorité de gestion, donc la DREETS ou le conseil régional, et on fait valider qu'on fait bien partie des structures attendues au niveau de l'appel à proposition. Donc, vraiment, il ne doit pas y avoir de doute au niveau de ces 5 niveaux de vérification quand on dépose un projet. Est-ce que le public cible, donc est-ce que mon public, est-ce que les structures ou les personnes qui sont ciblées par mon projet font partie des publics éligibles listés dans l'appel à proposition? Donc, on peut avoir des appels très orientés sur les demandeurs d'emploi, sur des jeunes, sur une catégorie de public fragile. Donc, pensez à bien vérifier là aussi que le public cible est bien éligible à l'appel. Les actions. Donc, on a vu que dans les textes, il y avait un certain nombre d'actions qui étaient notées. Alors, c'est jamais exhaustif. On peut toujours là aussi se dire, bon, ben voilà, mon projet s'inscrit bien dans les objectifs de l'appel à proposition, mais l'action en elle-même, elle n'est pas très, très claire. Donc là aussi, on va demander une validation pour ne prendre aucun risque dans le dépôt du dossier de candidature et surtout avant de commencer à travailler sur le dossier pour éviter toute perte de temps inutile. Est-ce que j'ai les cofinancements nécessaires ou quel est le niveau de cofinancement possible pour ce projet? Donc, ça va là aussi permettre après de bien le cadrer, bien le mesurer et de proposer quelque chose de réaliste et réalisable. Et est-ce que je suis en capacité d'assurer le suivi administratif et donc d'apporter les justificatifs? Alors, ça, c'est quelque chose
vraiment pour nous qui est très important dans la démarche au niveau de ces dispositifs, c'est d'anticiper dès le démarrage de la construction du projet les attentes en termes de justification. On sait qu'il va falloir produire un certain nombre de pièces, qu'il y a un certain niveau d'exigence au niveau des pièces. Donc, pensez, quand vraiment vous commencez à travailler sur le projet et que vous allez lister les actions que vous devez mettre en place, à bien noter en face de chaque livrable attendu, quel est le type de justificatif que vous pouvez apporter. Donc ça, on le fait vraiment au fur et à mesure pour déjà anticiper ces besoins de suivi, besoins de justificatif, et pas se retrouver finalement en difficulté parce que, par exemple, sur un dispositif, on vous demande des cartes d'identité alors que vous travaillez avec un public mineur. On sait que parfois, eh bien, il y a des soucis de confidentialité, des interdictions à fournir certaines pièces. Donc, quand on est dans ce cadre-là, on est en amont. Et dans ces cas-là, on a la capacité d'aller discuter avec l'autorité de gestion. Je rappelle, l'autorité de gestion qui gère le programme, conseil régional ou la DRETS, et de trouver une alternative qui vous convienne et qui convient au financement également. Donc ça, toute cette partie-là, pour nous, elle est très, très importante. Alors, est-ce que vous rentrez bien dans le dispositif? Ça, c'est vraiment un niveau de lecture de l'appel à proposition qui est très important, qui va finalement vous amener à prendre la décision d'engager ou pas le travail de rédaction de la candidature. Oups. Donc, juste à titre d'exemple, on ne va pas pouvoir prendre le temps malheureusement de rentrer dans ces textes en entier, mais je vous invite vraiment à aller en consulter pour, même s'ils ne vous concernent pas directement, pour voir qu'est-ce qui est attendu, de la manière dont ces documents sont formalisés. Mais vous allez avoir, donc vous voyez sur la gauche, une sorte de petit résumé de lecture de l'appel à proposition avec la date de lancement, la période de réalisation. Donc, on voit sur cet exemple qu'on est sur des projets qui doivent durer 12 mois avec un minimum de 6 mois de réalisation. Vous avez les montants d'intervention qui sont prévus, un montant maximum. Alors, ça n'arrive pas tout le temps. On met des maximums au niveau du FSE. On a souvent un coût plancher. Donc là, vous voyez le montant minimum de FSE qui est attendu est de 10 000 euros. Donc, on peut avoir des projets de petite ampleur quand même sur cet appel à proposition avec un taux d'intervention qui peut aller jusqu'à 65%. Donc, toutes ces informations, vous les prenez et en face, vous allez regarder de quelle manière est prévu votre projet et si on a cette adéquation possible. Et la dernière information qui est très importante, c'est la date limite de dépôt. Donc là, on la prend et on fait donc des petites alertes sur tous les outils possibles et inimaginables qu'on a, puisque quand on est sur un appel ponctuel de cette manière-là, on ne pourra plus déposer après la date limite. La démarche sera clôturée de leur côté et donc il faudra attendre la publication du prochain appel qui peut prendre un petit peu de temps. On va retrouver à l'intérieur du document, donc maintenant, donc il va falloir aller un petit peu plus loin dans la lecture, les actions qui sont éligibles, donc on vous a mis quelques exemples ici, les porteurs, donc la structure, donc ça c'est vous, est-ce que vous faites partie des porteurs éligibles, et le public, donc votre public, vos participants au projet, est-ce qu'ils sont éligibles aussi? Voilà, donc. Un autre exemple sur l'objectif spécifique L. Donc, vous voyez, de lutte contre la pauvreté dans une autre région. Donc, on a, voilà, sur le programme opérationnel national, on a quand même cette chance, entre guillemets, d'avoir une certaine homogénéité au niveau de la présentation des informations et des appels à proposition. Donc, vous retrouverez la même organisation des informations, le même niveau d'information, en tout cas au niveau de la petite grille de lecture à gauche de l'écran, et des détails au niveau des actions visées, porteurs, publics. Dans les textes, vous retrouverez d'autres éléments. Là, c'est vraiment un extrait, mais on a vraiment beaucoup plus d'informations sur les critères d'éligibilité, les modes de calcul qui doivent être appliqués, etc. Alors, quelques
petits exemples, je crois qu'on a mis 2 exemples de projets. Je pense que c'est assez intéressant là aussi. N'hésitez pas à aller sur les sites. Donc, comme je disais, on vous mettra la liste des principaux sites internet. Mais si vous allez sur le site général du FSE national, donc qui est fse.gouv.fr, vous allez avoir accès à un certain nombre de fiches de présentation de projets. On les a aussi dans les sites en région. Et je pense que c'est quand même assez parlant de voir ce qui a déjà été fait, peut-être de regarder ce qui a été fait sur votre territoire aussi, pour la notion de réseau dont je parlais tout à l'heure, mais aussi de typologie de projet. Donc là, on a pris un exemple d'une épicerie solidaire dans la région des Hauts-de-France. Donc, on est sur un projet d'une bonne taille, hein, puisqu'on est à plus de 220 000 euros de coût total et 176 000 euros de subvention. Donc, un projet assez important. Comme je vous le disais, c'est vrai qu'on a rarement un maximum, donc on peut avoir des projets très importants au niveau du FSE, hein, parfois qui peuvent avoisiner le million d'euros de subvention. Mais on peut aussi avoir des projets de taille beaucoup moins importante. On a vu sur le précédent exemple que voilà, on pouvait demander minima 10 000 euros de subvention. Donc, on peut dire, si on parle sur du 50% cofinancement des projets de 20 000 euros, pensez quand même à ce que représente le travail au niveau de la préparation de la candidature et de la gestion. Il faut que ça reste entre guillemets intéressant au niveau de la démarche. Donc, voilà, pour pas avoir des projets trop petit non plus sur du FSE. Parfois, on n'a pas le choix, on le sait très bien, mais on essaye quand même d'optimiser le recours à ce type de dispositif et surtout l'engagement voilà, que tout cela représente. Voilà, mais ça, c'est vraiment propre à chaque structure. Un autre exemple ici où on voit le cofinancement, donc quand même à 100 000 euros et voilà, une part quand même beaucoup moins importante du projet total. Là, on est sur des dispositifs de chantier d'insertion, donc dispositifs un petit peu spécifiques, voilà, un peu plus spécifiques. Alors, peut-être qu'il est temps de faire un premier arrêt. Je ne sais pas s'il y a quelques questions qui ont été posées. Je me tourne vers Camille. Oui. Alors, t'as bien dit, enfin oui, il y a eu plusieurs questions sur les différents sites internet où on peut retrouver les appels à projets, etc. Donc, comme Valérie l'a dit, je crois qu'à la fin du support de présentation, il y a une petite liste de sites. Alors, j'ai quelques questions un petit peu précises auxquelles c'était pas sûre d'avoir la réponse, donc voilà, on y va. Donc, c'est une personne qui qui a signé un SIEG avec une communauté de communes pour les centres de loisirs et se demande si c'est considéré comme un financement européen ou pas. Non, le SIEG va encadrer, en fait, après la recherche, l'application du financement européen. Donc ça renvoie vraiment à une problématique qui est propre au FESI, qui est un petit peu complexe au niveau de la réglementation qu'on appelle des aides d'État, donc qui est l'octroi d'aides publiques donc à des activités qui s'inscrivent dans un champ concurrentiel. Et donc on a un différent niveau d'application, différents instruments, le SIEG en fait partie, qui permet l'octroi de ce type d'aide avec donc des possibilités de cumul ou de taux particuliers, etc. Donc en fait le SIEG une modalité d'application après du fonds, mais ce n'est pas en lui-même un fonds européen. Le fonds européen restant soit le FSE, soit le FEDER ou le FEADER ou un autre programme par la suite. Alors ensuite, le FSE+, est-ce qu'il finance uniquement en termes de, quand tu dis qu'il rembourse, qu'il finance les salaires dans le personnel, est-ce qu'il finance uniquement à sa phase publique aussi les camps de préparation, coordination, etc. Alors, c'est vrai que ça, c'est une très bonne question parce qu'il y a des projets un petit peu spécifiques où effectivement, dans le cadre de l'appel à proposition, il sera mentionné que uniquement le temps de face à face sera éligible. Malheureusement, dans ce cadre-là, tout ce qui est préparation ne l'est pas, mais c'est quand même pas systématique. Si c'est pas précisé, effectivement, tout le temps de réalisation
opérationnelle du projet. Et donc, ça inclut la préparation, ça inclut la restitution aussi. Donc, pas uniquement le temps de rendez-vous de face à face sera éligible et sera donc à intégrer au temps déclaré pour le projet qui servira donc au calcul de la dépense éligible de salaire sur ce mode de calcul. Donc voilà, c'est une réponse un petit peu à mi-teinte que je vous fais. Vraiment vérifier au niveau de l'appel à proposition ce qui est précisé. Mais si ce n'est pas le cas, en fait, dans le cadre de la proposition que vous allez faire de votre dossier de candidature, si vous voulez, c'est un petit peu à vous d'écrire votre mode d'emploi du projet. C'est vraiment cette notion d'appel à projet. Hein. On n'est pas sur un appel d'offres avec un cahier des charges fixe. On attend de la part des porteurs de projets des propositions. Et donc, vous écrivez votre propre cahier des charges. Donc, si vous dites que dans le projet, il y a un temps d'ingénierie, il y a un temps de préparation, un temps de réalisation de face à face, un temps d'évaluation, eh bien, toute cette réalisation sera éligible au projet, au fond. Allez, une dernière question. Une dernière question. Je choisis alors. Il y a eu plusieurs questions sur le sujet de la trésorerie, puisque les fonds interviennent en remboursement. Donc, plusieurs questions sur est-ce que les trésoreries, l'état de la trésorerie des structures qui répondent au appel à projet étudié, comment c'est cher un petit peu. Oui, mais oui, ça malheureusement, c'est vraiment une problématique qu'on retrouve régulièrement et des questions qui se posent régulièrement et c'est normal et c'est bien comme je le disais, il faut vraiment l'anticiper, ce sujet. Donc oui, la capacité financière des structures est regardée au moment du dépôt. L'objectif, que ce soit pour les autorités de gestion comme pour vous, de toute façon, c'est d'aller chercher cette subvention, mais ne pas mettre en péril la structure. Donc, si par contre, il y a une difficulté au niveau de l'affichage de la trésorerie de la structure qui porte le projet, n'hésitez pas déjà à en discuter avec l'autorité de gestion. Parfois, il peut y avoir quand même des facteurs qui soient aidants pour faire accepter le projet, que ce soit au niveau des cofinancements que vous pourriez avoir, parce que parfois, on a d'autres cofinanceurs, mais les fonds tardent aussi à être versés, donc ce qui crée encore une lourdeur au niveau de la trésorerie. Donc, voilà, il faut essayer de l'expliquer et sans mettre en difficulté la structure. Si vous voyez que c'est trop compliqué, effectivement, dans ces cadres-là, on n'ira pas peut-être vers ce dispositif dès le démarrage. Mais n'hésitez pas en tout cas à en discuter et voilà, ça peut être avec un partenaire, avec une garantie bancaire parfois. Donc il peut y avoir des solutions et ça, on peut en discuter quand même assez librement avec les autorités de gestion pour trouver une solution quand les projets sont vraiment bien en phase avec les dispositifs. La majorité quand même des autorités de gestion aident les porteurs de projets à trouver des solutions adaptées pour pouvoir réaliser les projets aussi. Voilà. Alors, on va continuer sur le FEDER maintenant. Donc, on va passer sur un autre dispositif qui est donc la partie vraiment plutôt équipement matériel, comme je donc deuxième fonds d'EFESI. C'est vrai que quand on travaille dans des structures associatives ou auprès de public, on ne pense pas forcément au FEDER. Le FSE est peut-être le financement le plus connu au niveau des dispositifs. Pour autant, le FEDER peut être intéressant, pas forcément directement pour le public que vous allez accompagner ou vous allez aider en termes d'action d'insertion ou autre, mais le FEDER va être intéressant pour vous en tant que structure pour peut-être revoir l'aménagement de bâtiments, s'il y a de la rénovation énergétique de bâtiments qui est prévue. Ça peut être intéressant d'aller regarder ce dispositif sur des équipements, sur de l'outil numérique, sur parfois même de la recherche. Certains parmi vous peuvent être aussi intégrés dans des partenariats régionaux, hein, donc vraiment sur le territoire, puisque le FEDER soutient aussi des actions de recherche. Donc pourquoi pas, si une université ou un centre de recherche de votre territoire a un projet en sciences humaines, pourrait avoir intérêt et ça pourrait être aussi intéressant pour vous de participer, donc vraiment en titre de partenaire à ce type de projet. Donc
Donc, voilà, les possibilités sont là aussi très variées sur le dispositif. Donc là, on sort du programme opérationnel national qu'on vient de voir tout à l'heure. Précédemment. Là, on va voir plutôt le FEDER à l'échelle donc régionale. Et donc, ce sont les conseils régionaux qui seront les portes d'entrée pour pouvoir accéder à ces dispositifs et qui seront donc les gestionnaires des programmes. Donc, à noter que si vous êtes sur une structure qui intervient sur plusieurs régions, vous ne pourrez pas avoir qu'un seul et même dossier de candidature. Hein. Chaque région a son propre programme avec son propre budget qui est destiné au territoire régional. Et donc, dans ce cadre-là, il faudra renouveler la candidature dans chacune des régions concernées, en vérifiant que chaque programme permet, bien évidemment, cette candidature. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver, par exemple, d'intéressant pour le type de structure de la branche, voilà, dans une structure associative, par exemple, d'accompagnement de public. On a très souvent dans les programmes régionaux des soutiens à des équipements dits de proximité. Donc, ça peut être des crèches, des accueils de loisirs, des centres sociaux, maisons de quartier. Donc, on a toujours ces possibilités avec donc vraiment soit 3 petits points. Donc, voilà, c'est jamais des listes exhaustives. Donc, pensez toujours à, si vous ne faites pas partie de la liste qui est déjà écrite au niveau des programmes, à vérifier que vous pouvez vous inscrire dans cette priorité du programme opérationnel régional vous concernant. Donc, dans le cadre de ces équipements de proximité, seront notamment financés des projets d'investissement, de la rénovation, comme je vous le disais. Alors, la rénovation avec le FEDER, c'est souvent par la rénovation énergétique. On a rarement maintenant de la rénovation de bâtiments, j'ai envie de dire classiques. Donc, ce qui va être recherché par le FEDER, c'est vraiment toujours cet effet de levier sur l'innovation sur du bâtiment, donc de la valeur énergétique. Parfois, c'est vraiment passé juste à des classes de consommation d'énergie. On n'a pas non plus des recherches à chaque fois de bâtiments en écomatériaux, etc. Vérifiez bien ce qu'il y a dans le programme concernant. Tout ce qui est tiers-lieu, espace mutualisé, donc on peut avoir sur du FEDER voilà, des projets aussi en partenariat. Donc ça commence, hein, même avec le FSE, on commence à avoir ce type d'application possible. Donc si vous êtes plusieurs structures à partager un espace, et voilà, ça peut être aussi posé en question. Les appels à propositions aujourd'hui peuvent le permettre. Donc vérifiez toujours, mais on peut avoir ce type de portage avec ces financements. Alors, comme je l'ai mis sur cette diapositive, attention, donc voilà, il n'y a pas de doublon. Chaque fonds entre le FEDER et le FSE soutient un type de projet. Pas de cumul possible entre les deux, par contre, complémentarité. Donc ça, on peut y penser. Souvent, quand on travaille à partir d'une idée de projet, voilà, quand on travaille vraiment sur la formalisation du projet au démarrage, ce que je conseille le plus régulièrement, c'est vraiment de partir sur le projet global, de tout ce qui est prévu, souhaité en termes de réalisation, pour pouvoir après aller rechercher le bon dispositif. Et ça nous arrive quand même assez fréquemment de se dire que sur un projet global, eh bien, on va avoir une partie d'aménagement de bâtis, de sites, d'équipements, je sais pas, de plateaux techniques, par exemple, pour des centres de formation ou d'aménagement numérique, de bâtiments, etc. Donc ça sera plutôt du FEDER. Et dans un deuxième temps, on aura le projet vraiment d'animation, d'accompagnement du public, de formation. Et donc là, on sera plutôt sur du FSE. Donc, ce qui est pour vous un projet unique, on va le dissocier en 2 parties, 2 composantes, et aller chercher donc un dispositif, un financement pour chacune de ces composantes. Donc ça, c'est tout à fait possible, dans le respect vraiment après de la traçabilité des fonds alloués à chaque projet. Donc, pour vous donner quelques exemples de ces programmes, donc le FEDER fonctionne après globalement comme le FSE, on a des appels à propositions qui sont publiés. Alors, pour ce qui est du FEDER, vous retrouverez dans la liste des sites
ce qu'on appelle en fait le démarrage du site l'Europe s'engage en. Donc, si vous tapez sur un moteur de recherche l'Europe s'engage en Île-de-France, en Nouvelle-Aquitaine, voilà, avec le nom de la région qui vous concerne, vous allez arriver sur un site internet qui est le site internet des fonds européens dans votre région, et dans lequel vous allez pouvoir retrouver les programmes opérationnels, les appels à propositions, les contacts, des exemples de projets et un certain nombre d'outils ou d'éléments d'actualité sur les dispositifs, principalement sur des FESI, et dans certaines régions, on a aussi un peu plus d'informations sur des programmes qu'on verra après, programmes sectoriels. Donc, on va retrouver sur ce site donc, le programme opérationnel régional d'une région. Donc, ici, on est en région sud. Et dans la priorité 5 de ce programme opérationnel, on retrouve cette possibilité de soutien donc, à des projets d'infrastructures pour des structures de l'enfance et de la petite enfance, infrastructures de proximité. Donc, vous voyez, c'est assez détaillé quand même. Donc, voilà, ça peut être précisé sur un territoire particulier, donc voilà, sur une zone urbaine, ou de manière un petit peu plus large sur l'ensemble des territoires. Ici, vous voyez qu'on est donc on a un ciblage sur les zones urbaines. En général, quand on a un ciblage sur les zones urbaines, on a à peu près la même priorité, le même objectif spécifique qui va concerner la zone rurale et qui sera mise en œuvre avec le FEADER ou le FEDER si le FEADER ne le permet pas. Donc, regardez, c'est le cas en Nouvelle-Aquitaine, par exemple. On a ce type d'approche vraiment avec les deux objectifs spécifiques pour chacun des types de territoires. Une autre priorité donc en Pays de la Loire, où on retrouve là aussi des projets de renforcement de l'attractivité des territoires urbains, tout ce qui est donc la valorisation de la culture et du sport, de centres sociaux culturels, de maisons de quartier, de médiathèques, d'équipements culturels, d'équipements sportifs, et sur des axes donc plutôt de revitalisation sociale, des infrastructures éducatives ou des services dédiés à la jeunesse. Voilà, c'est assez large et vous voyez, à chaque fois, on a toujours ces 3 petits points qui nous ouvrent la porte si on a d'autres propositions et qui pourraient s'inscrire dans la priorité qui concerne l'objectif spécifique. À titre d'exemple, pour ces projets donc, financés par le FEDER, donc ici, création d'une micro-crèche écologique, donc on est en Alsace. Et donc voilà, ça vous montre ici, on est sur un cofinancement FEDER de 33 000 €, donc une subvention, on va dire, de petite taille quand même pour ce type de financement qui nécessite quand même un certain travail au niveau de la candidature et de la gestion. Donc, un dispositif de réalisation d'aménagement et développement de structures. Et on a un projet, donc vous avez le lien en bas, vous pourrez accéder à la présentation du projet aussi. Un projet beaucoup plus important. Donc là, vous voyez qu'on est sur une subvention quand même à 2 millions d'euros, un petit peu, enfin, presque 3 millions d'euros. Là, on est vraiment sur un réseau d'associations de 150 centres sociaux. Donc avec le développement d'outils, de nouvelles solutions numériques. Voilà, donc on a vraiment un grand écart ici, vous voyez, au niveau des types de projets. Il faut savoir qu'il y a une obligation au niveau de la communication qui est faite sur les subventions qui sont allouées donc par les différentes autorités de gestion. Et donc sur ces sites dont je vous parlais tout à l'heure, l'Europe s'engage dans la région ou l'Europe s'engage en France, si vous allez sur le site national, vous pouvez télécharger vraiment la liste des subventions qui ont été octroyées avec le bénéficiaire, donc la structure porteuse, le montant de la subvention, et donc voilà, quelques éléments de présentation du projet. N'hésitez pas à les consulter, ça donne vraiment une idée de ce qui est possible et également des structures qui sont autour de vous, qui ont pu déjà bénéficier des fonds. Voilà. Et on va terminer donc cette présentation FESI, avant d'aller sur les programmes sectoriels, avec 2 autres instruments, donc le FEADER, le Fonds européen agricole et développement rural, et un autre programme financé par le FEDER qui s'appelle Interreg, qui est un petit peu particulier. Alors,
Pour ce qui est du FEADER, donc Fonds européen agricole pour le développement rural, certains d'entre vous le connaissent certainement pour la partie qui finance la politique agricole commune. Donc voilà, tout ce qui est soutien aux agriculteurs, la production agricole, c'est un des piliers du FEADER. Et le FEADER intervient également pour soutenir des projets de ce qu'on appelle de diversification d'activités en zone rurale, et donc soutenir des projets d'aménagement, d'accessibilité à des services, à des populations, donc à partir du moment où ils sont situés en zone rurale. Et là, j'anticipe la question, mais qu'est-ce qu'une zone rurale? Et je sais que beaucoup se la posent. Elle n'est pas forcément définie au niveau des programmes, donc là, voilà, je n'aurai pas de réponse précise malheureusement à apporter. Alors, on pourrait considérer au-delà de 2000... en dessous de 2000 habitants, on est en zone rurale, mais en fait, comme on est souvent sur des projets aussi liés à l'accessibilité, on pourrait être en zone périurbaine, voilà, avoir des projets de mobilité, etc. Le projet pourrait être financé par le FEADER. Donc, il faut vraiment regarder dans le programme, et à partir du moment où vous avez une problématique liée à l'isolement, à la zone rurale, en question de manière plus directe, où vous avez un doute, n'hésitez pas à regarder. Ne vous fermez surtout pas de porte au niveau de l'identification des fonds. Le FEADER, on n'y pense pas forcément toujours, donc ça peut être aussi une façon, une voie pour aller chercher un soutien financier où vous aurez peut-être moins, non, pas de concurrence, parce qu'il n'y a pas forcément de concurrence au niveau des FESI, mais peut-être plus de facilité si vous avez déjà du FEDER ou du FSE. Voilà, ça vous permet aussi de varier les aides que vous allez chercher et de pas toujours taper la même porte. Et donc, peut-être un petit peu plus de facilité aussi pour la démarche. Donc, au niveau de la mise en œuvre, on a un programme à l'échelle nationale et là aussi une déclinaison régionale par les conseils régionaux pour tout ce qui est principalement donc projet on va dire, de territoire. Hein. Vraiment, je mets de côté la politique agricole commune, qui n'est pas du tout notre sujet. Et puis, vous avez dans le cadre du FEADER, du programme FEADER, un sous-programme que certains d'entre vous doivent connaître, qui s'appelle LEADER. On en parle quand même beaucoup de ce petit programme. LEADER, c'est un programme, donc une déclinaison du FEADER qui est destiné à soutenir des programmes de développement de territoire sur des zones extrêmement limitées en zone rurale, qui sont portés par ce qu'on appelle un groupe d'action locale, un GAL. Donc, ce sont voilà, des regroupements d'acteurs publics et privés de ce petit territoire. Donc, il y en a un petit peu partout en France. Hein. Là, on peut retrouver la carte des GAL, on les appelle comme ça, donc sur les différents sites Internet. Et à partir du moment où on est sur un espace, où le projet se déroule sur un espace donc couvert par un programme LEADER, il peut y avoir là aussi donc une possibilité de financement. On est sur des projets petite taille, hein, donc à l'échelle même du programme en question. Mais ça peut représenter aussi une opportunité pour des projets, par exemple, de mise en place d'aménagement de bâtiments pour la réalisation de services de proximité en zone rurale, de projets éducatifs, des projets qui visent à rompre l'isolement, par exemple, de jeunes qui sont en zone rurale pour faciliter l'accès à des services publics, à la recherche d'emploi, etc. Donc, voilà, soyez pas vraiment fermés sur ce dispositif. Et gardez-le en tête pour, en tout cas, ceux qui auraient cette problématique ou ce sujet de projet en zone rurale, presque zone rurale. Voilà, donc un projet, là, vous voyez, on est sur des budgets en cofinancement à 16 000 € à peu près. Le projet, là aussi, vous pouvez retrouver des exemples sur les sites. Donc, vraiment, je vous invite à consulter toutes ces petites fiches de projets qui sont extrêmement enrichissantes pour bien comprendre et avoir une visibilité aussi de ce qui est possible. Voilà. Et donc, je terminerai cette partie FESI avec le programme Interreg. Alors, pourquoi on termine sur ce programme-là? Peut-être, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà pratiqué ou le connaissent. Interreg, c'est un programme qui est financé par le FEDER, dont on a parlé tout à l'heure pour le volet équipement matériel. Mais on dit souvent qu'il s'agit d'un programme qui fait un trait d'union entre les fonds structurels en territoire et des programmes sectoriels qu'on va voir juste après, portés par la Commission européenne.
parce que Interreg va financer des projets de développement des territoires sur des espaces de coopération qui sortent du champ national. Donc, ce sont des espaces de coopération qui sont créés, entre guillemets, par la Commission européenne, qui ont été définis donc, par nos instances, aussi politiques européennes, et qui ont une problématique commune. Donc, on va avoir une zone de travail à l'échelle transfrontalière. Donc, je vais caricaturer un peu, mais toutes nos frontières de la France, donc avec la Belgique, la Suisse, l'Espagne, l'Italie, etc., on va retrouver des espaces de coopération entre eux. Alors là, on est simplifié, sinon on s'ennuie, si c'est trop identique. On est à l'échelle des départements. Donc, les départements qui sont du côté de la France, au niveau de la frontière, donc vraiment sur la base de la frontière, avec des structures qui sont à l'extérieur de la frontière, dans notre pays, en Belgique, par exemple. Donc, sur cet espace transfrontalier, on va avoir un programme opérationnel qui va permettre de financer des projets qui vont servir le développement de la zone transfrontalière à l'échelle soit d'infrastructures, donc on a par exemple des espaces d'accès à des services publics partagés entre des espaces de pays donc sur la zone transfrontalière, des projets de coopération culturelle sur des cheminements par exemple. Donc, on a travaillé nous sur un projet entre la France et l'Italie, donc sur des parcours de découverte de l'histoire, en tout cas de la zone transfrontalière. Vous avez des programmes de formation aussi, donc on n'est pas que sur de l'équipement, on peut aussi avoir un petit peu de l'humain, mais à l'échelle de la coopération, de formation de salariés qui peuvent travailler sur cette zone transfrontalière, etc. Donc, pour les structures qui sont vraiment en zone transfrontalière, dans des départements transfrontaliers, pensez à ce programme parce que même si on a la notion, on a cette obligation de travailler en consortium avec une ou plusieurs autres structures de l'espace transfrontalier, on reste quand même sur des projets de coopération de taille relativement humaine. Donc gérable. On ne passe pas sur des consortiums à une dizaine de structures qui nécessitent un travail d'ingénierie, de gestion particulier. Donc voilà, et puis très souvent, quand on est en zone transfrontalière, on a déjà cet esprit un petit peu de coopération. Donc voilà, sachez que ce sont des programmes qui fonctionnent avec un programme opérationnel comme pour le FEDER, des appels à propositions. On a toujours un interlocuteur au niveau des conseils régionaux pour avoir donc après un lien sur les programmes. Si vous avez des questions, ils pourront vous orienter, il n'y a aucun souci. Et donc, comme je vous disais, sur ces programmes, on va retrouver les mêmes thématiques que le FEDER et aussi le FSE sur les volets un petit peu de formation, même d'inclusion on peut avoir. Ce qui va être financé, c'est la coopération. Ensuite, on a des espaces de coopération transnationaux où là, on est sur des espaces plus larges. Et donc, pour des structures qui n'ont pas l'habitude du collaboratif, moi, j'aurais tendance vraiment à vous recommander d'être partenaire. Si vous souhaitez vous inscrire dans ce type de programme, très souvent porté souvent porté par des universités ou des collectivités, des structures qui ont déjà une habitude du projet européen. Vous pouvez être partenaire, c'est une très bonne position aussi pour vous intégrer dans des réseaux et de pouvoir développer des projets aussi intéressants sur des zones plus larges, par exemple sur l'espace alpin. Donc toutes les régions européennes, on repasse à l'échelle de la région, les régions européennes, donc la France, l'Autriche, l'Italie, etc., seront couvertes par un programme opérationnel avec des possibilités de soutien des projets qui concernent le développement de la zone de l'espace alpin. Voilà, donc d'autres opportunités aussi qui peuvent s'ouvrir à vous avec ce type de programme. Et donc, vous voyez ici les différents espaces. Et donc, pour chaque espace, on va avoir un programme opérationnel, donc un document dans lequel vous allez retrouver les possibilités de projets éligibles et de financement, les modalités de participation, etc. Donc, voilà pour nos fonds structurels. Et donc, on a déjà vu Interreg, donc on ne va plus le revoir ici. On l'enlève de la présentation, mais on va voir maintenant les programmes sectoriels. Donc, comme je le disais au démarrage, qu'on appelle également des programmes en accès direct à la Commission européenne. Donc, avec cette particularité de ne pas être gérés dans nos territoires. Donc, dans ce cadre-là, dans le cadre des programmes qu'on va voir ici, on a
aucun contact avec le conseil régional ou le service de l'État. C'est vraiment, tout se passe donc en direct avec la commission, avec son agence exécutive, ou un relais parfois. Donc, on va avoir sur certains programmes qui peut être mobilisé parce que les programmes aujourd'hui sont quand même très, très vastes et la commission n'a pas forcément les moyens en interne de tout gérer. Donc, elle s'appuie sur d'autres types de structures. Ce qu'on peut dire sur ces programmes, donc au-delà, voilà, on est en contact Commission européenne, on est sur des projets de coopération à l'échelle transnationale qui impliquent obligatoirement du partenariat européen, sauf exception, il y a toujours des exceptions, sinon on s'ennuie. Mais globalement, on a quand même une obligation de partenariat sur les programmes et donc il faut penser à aller chercher d'autres types de structures si on n'en a pas pour pouvoir développer un projet collaboratif dans lequel chacun a sa place, bien évidemment. Donc ça, c'est vraiment la base de ces programmes de financement et on va retrouver des programmes de financement sur l'ensemble des thématiques, des compétences de l'Union européenne. Donc on va avoir des programmes de recherche, d'énergie, on va même avoir des programmes pour la douane, pour l'innovation sociale, pour l'environnement. Voilà, c'est quand même très, très vaste. On a en gros aujourd'hui à peu près une trentaine, quarantaine de qu'on appelle programme cadre, dans lequel on va avoir un certain nombre de lignes d'opportunités. Donc, voilà, à peu près une centaine de lignes d'opportunités, voire plus, qui sont possibles et ouvertes aujourd'hui au niveau de ces dispositifs. Donc, pour une petite structure ou une structure qui n'a jamais participé à ce type de programme, ce qui peut être recommandé et aidant, ce que je disais pour Interreg tout à l'heure, c'est d'être partenaire, de vous inscrire comme partenaire dans un projet. Donc, soit voilà, vous avez une visibilité au niveau de votre territoire ou du réseau dans lequel vous intervenez, de la mise en place de projets et donc pouvoir participer. Les projets nécessitent autant d'actions, de recherche, d'innovation, d'ingénierie que d'applications sur les territoires. Et donc, c'est vrai que pour des structures associatives, des structures de territoire, ça peut vous représenter un intérêt certain en fait pour les consortiums. Donc, il ne faut vraiment pas négliger cette possibilité. Elle est présente vraiment dans chacun des projets financés par la Commission européenne, qui a quand même pour objectif de financer des projets opérationnels et concrets qui s'appliquent et qui ont des résultats sur les territoires. On a aujourd'hui, et ça a été une démarche, une initiative de la Commission européenne sur cette programmation, quelques programmes de financement qui ont cette volonté d'ouvrir l'expérience, on va dire, à des primo porteurs de projets, donc des structures qui n'ont pas encore eu d'expérience au niveau des fonds européens et qui vont pouvoir aller chercher une subvention pour leur premier projet collaboratif. Il peut y en avoir plusieurs, bien évidemment, en soutenant donc des projets de petite taille, on va dire, ça reste donc bien évidemment à l'échelle des fonds européens, avec des partenariats aussi de taille accessible. Donc ça peut être, voilà, comme on disait tout à l'heure, 3 structures, de 3 États membres ou 2 structures parfois. Donc ça, voilà, on a quelques programmes qui le proposent, ça peut être intéressant. Je pense au programme Erasmus, on va le voir un petit peu après, ou le programme Citoyenneté et Valeurs, donc le programme CERV, qui sont des programmes aussi intéressants par rapport aux thématiques, la plupart parmi eux. Alors, pour ce qui est du programme CERV, par exemple, qui est donc géré directement par la Commission européenne, on a un relais au niveau national en termes d'information. Donc, vous voyez, c'est un programme qui vise à protéger, promouvoir les droits et les valeurs fondamentaux inscrits dans les traités de l'Union européenne, tout ce qui est démocratie, protection des droits humains, préservation de la mémoire, valorisation de l'histoire commune de l'Europe. On va retrouver aussi les programmes de jumelage des villes dans le cadre de ce dispositif. Il est organisé donc en 4 volets, avec notamment le volet Daphné, qui est un des très anciens programmes de financement de la Commission, qui vise à soutenir des projets de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, la protection des victimes. Donc ça, c'est un programme qui voilà, est très souvent relancé en termes d'appel à proposition, ou le volet égalité, droit, égalité des genres aussi, donc le volet école, qui peut être intéressant pour un certain nombre de vos projets. Et dans le cadre de ces programmes-là, on a aussi cette logique dont je parlais tout à l'heure de
petits projets, en tout cas de volonté de faciliter l'accès à de nouveaux porteurs de projets et éviter que ce soit toujours les mêmes structures qui se positionnent sur ces subventions. Un exemple de projet financé donc, par ce programme, donc Voice, pour une approche éducative communautaire de l'égalité des genres. C'est un projet, où là, on a quand même 10 partenaires, mais vous voyez, donc le coordinateur est français, le montant des subventions par partenaire n'est pas forcément surdimensionné, on reste sur des tailles de subventions assez accessibles, 65 000 € pour le coordinateur. Quand on est coordinateur, ça veut dire qu'on est pilote, qu'on est vraiment en première ligne en contact avec la commission, contractant, on organise le travail avec les partenaires, etc. Donc, tout ce travail de pilotage, de management du projet fait partie du projet et donc le temps passé est inscrit, est éligible bien évidemment à les subventions. Voilà, donc là aussi, sur le site de la commission et sur le site du programme SERV, vous retrouverez des exemples, enfin tous les projets qui ont été financés par ce programme-là. Et donc, vous pouvez regarder effectivement les exemples de thématiques, d'acteurs même, et aussi peut-être aller chercher des partenaires, puisque quand on a cette démarche de recherche de partenaires, soit certains sites, certains programmes proposent des bases de recherche de partenaires. Il y en a de plus en plus, donc on regarde. Et si ce n'est pas le cas, donc on regarde au niveau des réseaux, des réunions d'infos, et puis au niveau des fiches comme ça de présentation de projets qui nous donnent accès aux structures qui ont déjà bénéficié, donc qui sont des partenaires potentiels, parce que déjà impliqués dans la démarche. Et donc, sur Erasmus, on a également un intérêt parce qu'on a cette logique de petits projets, donc on appelle les projets de petite échelle, qu'on retrouve donc dans l'organisation de ce programme. Aujourd'hui, Erasmus+, c'est plus uniquement la mobilité des étudiants. On retrouve le volet jeunesse, donc les mobilités de jeunes en dehors des notamment projets dans le circuit éducatif ou de formation. Donc tout ce qui est vraiment échange pendant 2 semaines ou 3 semaines entre des groupes de jeunes, de structures différentes qui vont échanger, travailler, créer un projet commun sur une thématique qui est en lien avec les priorités politiques. On a également des projets sportifs, donc tout ce qui est manifestations sportives, etc. Et puis, on a donc des projets aussi dans le secteur éducatif qui peut intégrer de la mobilité des encadrants. Au niveau de la formation des adultes, par exemple, on n'est pas forcément au niveau secteur éducatif. Donc, ça peut être très, très, très vaste. C'est aujourd'hui un programme qui a pris énormément d'ampleur au niveau du champ d'activité et dans lequel on retrouve des projets très importants. On a les alliances universitaires, par exemple. Donc, ça, on est vraiment sur des gros, gros projets. Et on a aujourd'hui des projets qui sont accessibles à des structures vraiment qui n'ont pas forcément l'habitude de ces financements. Donc, gardez-les en tête parce que c'est vrai qu'on a aujourd'hui énormément d'associations avec lesquelles on travaille qui parfois ont 2, 3 salariés à peine et qui se lancent vraiment dans des projets ne serait-ce que de mobilité pour leur public, travailler avec 2 autres structures qui interviennent un petit peu sur les mêmes champs et ça permet de voir quelles sont les pratiques qui sont développées dans d'autres pays et puis d'apprendre et de développer de nouvelles actions. Donc, ça peut être un développement, une étape ultérieure à un FSE, par exemple. Et donc, un projet ici donc de formation de professionnels du médico-social, donc collecter, valoriser les récits de vie. Donc, vous voyez une présentation du projet avec un partenaire qui a eu à peu près un peu plus de 40 000 € de subventions. Et donc là aussi, projet assez accessible finalement. Donc, pensez vraiment à cette position de partenaire qui peut être intéressante avant de vous lancer comme ce qu'on appelle chef de file, donc pilote, contractant au niveau de ces programmes. Voilà.
Alors, avant de passer aux questions, une dernière petite partie pour se lancer, avoir les différentes démarches à mettre en place. Donc, voilà, on ne va pas pouvoir voir tout le dossier de candidature, mais au moins de premières approches, accroches au niveau de la démarche de positionnement de projet et comment se lancer concrètement. Tout d'abord, vraiment, ce qui est important, c'est de bien définir ce que vous souhaitez faire. Comme je vous disais tout à l'heure, essayez pas de forcer l'entrée ou l'accessibilité sur un programme en particulier. Il faut vraiment que le projet soit important pour la structure. Ça doit être un projet stratégique qui mobilise, qui reçoive à la fois le soutien au niveau politique, décisionnaire et l'adhésion au niveau des équipes, surtout quand on est sur un premier projet, parce que voilà, il y a besoin de motivation aussi pour se lancer sur ces dispositifs et de mise en place, de développement de nouvelles pratiques, de nouveaux process, etc. Donc, vraiment, on travaille d'abord sur le projet, on met à plat tout ce qu'on souhaite faire et pour organiser cette information, on va travailler sur une logique un petit peu de fiche projet très simple avec un certain nombre de questions à se poser dès le démarrage. Donc, quel est le besoin? Pourquoi vous souhaitez mettre en place ce projet? Peut-être qu'il y a déjà quelque chose qui est fait sur votre territoire ou au sein de votre structure. Donc, pourquoi vous souhaitez aller chercher cette subvention pour mettre en place? Donc, c'est pourquoi ces nouvelles actions sont importantes et nécessitent donc cette candidature. Donc, quelles sont les actions, bien évidemment, concrètes à mettre en place qui vont générer donc ensuite la définition au niveau des dépenses et donc l'envergure même du projet et de la candidature. Et avec tout cela, on va pouvoir donc travailler sur le budget. Donc, quelle est l'ampleur du budget qui est nécessaire pour réaliser ce projet. Donc, toutes les informations vraiment se combinent et doivent s'articuler. Il doit y avoir vraiment une cohérence dans le travail d'élaboration de votre projet, de se dire que finalement, je pars d'un constat, j'ai un besoin qui émerge, ce besoin, pour y répondre, je mets en place des actions. Ces actions, elles nécessitent, elles vont créer donc des résultats délivrables et elles vont se mettre en œuvre grâce à un certain nombre de moyens humains, financiers. Donc voilà, c'est un projet, un bon projet, c'est vraiment un projet qui est cohérent de la problématique de départ jusqu'au résultat qui est attendu in fine. Donc tout se lie. Ensuite, le cofinancement et le budget, c'est aussi par rapport, on revient à la notion de trésorerie, mais aussi de mobilisation des cofinancements. Quelle est ma capacité en matière de cofinancement? Ça peut aussi créer des arbitrages à faire au niveau du projet. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne peux pas porter l'ensemble du projet que j'ai écrit sur ma fiche projet là, mais je vais commencer par un premier bloc. Donc, on va isoler un lot avec un objectif particulier et on va d'abord travailler sur cet aspect-là pour pouvoir mener de manière sécurisée, sans compromettre le fonctionnement de la structure, une première démarche de cofinancement. Le public, c'est très important, et surtout si vous travaillez sur du FSE, pour bien vérifier qu'il s'agit d'un public éligible au fond. Donc ça, on est aussi vigilant à cette partie-là. Quel est le volume de public, le nombre de personnes que vous allez former, impacter par votre projet. Donc ça, on essaye d'être le plus précis possible. Et puis, donc, on anticipe bien évidemment les justificatifs toujours pour après donc aller identifier le bon appel à proposition. Voilà, donc ça, c'est très important dès le démarrage d'avoir ces différentes questions en tête. En termes de process, on va dire, de l'idée de projet jusqu'à la phase de contrôle, on est sur des fonds publics, donc il y aura du contrôle. Les fonds européens, il y a des contrôles. Et ça fait partie aussi des idées. On parlait au démarrage, il y a beaucoup de contrôles sur les fonds européens. Il y a des contrôles. Il y a des volontés de simplification, mais il y a encore quand même un certain nombre de contrôles auxquels il faut se préparer. Et quand la préparation est correctement mise en place, donc la démarche, voilà, on a des phases de contrôle avec des porteurs de projets qui se passent très très bien. Donc voilà, ça arrive. Et ça arrive fréquemment aussi. On entend souvent parler des mauvaises expériences, mais il y a des très très bonnes aussi. Alors, quand on a une idée de projet, quand on se lance, on va faire cette petite démarche de conception de projet, peut-être de recherche de partenaires,
voilà, on va travailler vraiment sur la mise à plat de ce qu'on souhaite faire, l'identification du bon programme de financement de l'appel à proposition. Et donc, on va pouvoir se lancer dans le travail de candidature. Alors, à partir de ce moment-là, à partir de la phase d'idée, vous voyez sur la première étape de cette flèche, moi, j'ai envie vraiment de vous conseiller de prendre très rapidement contact avec la personne qui est en charge du programme, si vous savez, à partir du moment où vous avez la visibilité ou vous avez peut-être deux ou trois lignes de programme qui sont possibles, pour échanger sur l'intérêt d'une candidature sur ce projet par rapport pour l'appel à proposition du programme en question. Donc, ça va vous permettre vraiment très rapidement de mesurer quelle est l'acceptabilité possible du projet. Est-ce qu'il y a des chances d'accès ou pas à l'appel à proposition? Il faut savoir que les autorités de gestion et donc les personnes qui sont en charge d'instruire les projets quand on dépose, nous disent très rapidement si soit il n'y a plus de fonds, soit il y a déjà eu beaucoup de projets sur ce sujet-là, donc ils ont plutôt une attente vers d'autres types de projets. Donc, on a quand même une possibilité, avant de prendre le temps de travailler sur la candidature, de pouvoir vérifier la pertinence d'engager le travail. Et ça, vraiment, je vous invite à prendre ces contacts-là et associer donc l'instructeur le plus en amont possible pour sécuriser votre démarche et puis l'associer aussi après à toute la phase de mise en œuvre de la candidature et par la suite sur la gestion. Une fois qu'on va répondre donc à cet appel à proposition, il va y avoir une date limite de candidature. Alors, les mois sont donnés à titre indicatif. La durée entre chaque étape, malheureusement, ça c'est vrai qu'à partir du moment où on dépose le dossier, on a très peu de visibilité, enfin très rarement une visibilité précise du temps que prendra la phase de sélection, d'instruction, du projet, parfois donc les comités de programmation évoluent au niveau du calendrier, etc. Donc il faut suivre. Par contre, ça c'est vraiment quelque chose qu'on voit très souvent. Ne perdez pas de vue votre dossier. Une fois qu'il est déposé, régulièrement, vous pouvez prendre contact pour savoir où en est la procédure, s'il y a besoin de compléments d'information. Voilà, ils peuvent vous demander des compléments. Vous pouvez rajouter ou modifier le dossier ou proposer des modifications si en cours de route, il y a des modifications importantes à connaître ou à intégrer au projet. Donc, voilà. Mais ne perdez pas la main sur le dossier. Et donc, vous voyez, après, on est sur une phase de candidature qui va jusqu'à la contractualisation. Donc, c'est une convention de subvention qui vous est donc proposée et qui intègre votre dossier de candidature, qui devient votre cahier des charges au niveau de la réalisation. Et à partir du moment où vous êtes en phase de réalisation, vous allez devoir mettre en place une méthode, des process de suivi et de reporting du projet pour pouvoir rendre compte de la bonne utilisation de la subvention conformément à la convention signée. Et donc, dans toute cette phase de réalisation et de suivi, donc il y aura des temps vraiment de remontée d'informations, donc des phases qu'on appelle de reporting, des rapports d'exécution à soumettre. Et donc, il faut mettre en place un process vraiment au fil de l'eau pour vous assurer et sécuriser, là aussi, la subvention sollicitée au final. Si on attend le dernier moment pour faire remonter des justificatifs, pour les traiter, pour communiquer auprès de l'autorité de gestion de modification, vous n'aurez pas la possibilité de mettre en place des avenants et donc ça deviendra compliqué de pouvoir intégrer de nouvelles dépenses ou de faire accepter des modifications sur l'utilisation de la subvention qui a été actée initialement. Donc, voilà un petit peu ces grandes phases. Donc, vous voyez, reporting. Une fois que le projet est fini, on a une phase d'archivage qui correspond à la phase possible de réalisation des contrôles. Et en France, pour le moment, parfois, donc on peut aller jusqu'à 10 ans. Donc, la durée vraiment possible de réalisation des contrôles est inscrite dans les conventions de subvention. Et donc, pour terminer, et avant de répondre à des questions complémentaires, on va terminer sur ces fameuses obligations donc, qui doivent être connues en amont et intégrées, qui voilà, ne sont pas... qui se mettent en place, comme je vous disais, avec vraiment des outils et une bonne méthode
Donc ça, on peut vraiment s'en assurer dès le démarrage et faire en sorte que tout se passe bien. L'obligation de la soumission au contrôle, donc bien évidemment, on ne peut pas y échapper. Donc pour pouvoir ne serait-ce que solliciter la subvention, donc elle sera versée à la validation des rapports d'exécution que vous allez remettre, donc premier niveau de contrôle. La conservation des pièces, donc l'archivage dont je parlais tout à l'heure, qui doit être bien organisé. Les contrôles, au bout de, s'ils arrivent 2 ans, 3 ans après la réalisation du projet, on ne se souvient pas forcément de comment s'est passée telle ou telle situation. Donc, il est important vraiment de bien structurer l'archivage, les obligations de comptabilité analytique, traçabilité comptable, la mise en concurrence pour les acteurs qui sont pour des dépenses, donc à partir du moment où vous faites appel de la prestation, par exemple, pensez mettre en concurrence, donc demander plusieurs devis ou respecter le code des marchés publics si vous êtes soumis au code des marchés publics, des indicateurs. Et enfin, donc, une obligation qui est très importante pour la Commission européenne, c'est l'information et la communication sur le cofinancement européen. Donc, les petits drapeaux, pouvoir communiquer auprès de son public que l'action à laquelle il bénéficie, dont il bénéficie est financée par l'Union européenne. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle les contrôleurs sont extrêmement vigilants et qui peut donner lieu donc à des qualifications si jamais il y a des manquements qui ne peuvent pas être repris par la suite. Donc voilà, c'est pas forcément, vous voyez, il y a une exigence au niveau des obligations, mais tout cela s'anticipe et se prépare et peut se faire de manière très correctement. Et c'est bien évidemment calibré au regard de la taille du projet, au niveau de la structure. Donc, voilà, on n'est pas toujours sur des procédures importantes à mettre en place. Tout cela est toujours adapté à la taille du projet, la subvention aussi qui est sollicitée. Voilà, mais j'espère que vous retiendrez avant tout que ces financements sont aujourd'hui de très très belles opportunités et peuvent vous permettre de solliciter de nouveaux projets, de nouvelles actions pour vos publics, de développer des innovations, de créer de nouvelles opportunités aussi en termes de réseau, de partenariat, au-delà de toute l'exigence qui peut se retrouver dans les procédures. Donc voilà, c'est assez rapide, on a beaucoup d'informations, on a envie toujours d'en donner plus et j'aimerais pouvoir vous en donner plus aujourd'hui, mais l'heure passe, donc on arrive au temps des dernières questions et donc je me retourne vers Camille pour voir s'il y a des questions complémentaires auxquelles on pourrait répondre là maintenant. Voilà. Il y a eu des questions assez intéressantes, notamment quand un projet répond à plusieurs priorités ou objectifs, comment on fait pour arbitrer ce choix Oui. Alors, ça, effectivement, c'est une très bonne question parce que très souvent, et vous le verrez notamment, par exemple, sur le FSE, où on peut avoir... on a, par exemple, sur la priorité 1, une priorité qui est axée sur les demandeurs d'emploi et la priorité 3 qui sera plutôt sur les actifs. Certaines structures interviennent en même temps sur les 2 types de publics. Donc, c'est vrai que la question va se poser. Quand on va déposer un dossier de candidature, il va falloir faire un choix de la priorité et de l'objectif spécifique. Et donc, soit on a vraiment une partie principale du projet qui porte sur l'une des priorités, et dans ces cas-là, on pourra tout positionner sur cette priorité. Donc, ça, on en discute avec l'autorité de gestion, bien évidemment. Soit c'est vraiment 2 parties qui sont très importantes, et dans ces cas-là, peut-être que la solution, ça sera de faire 2 dossiers de candidature. Mais on ne peut pas répondre en même temps, en tout cas sur un même dossier, à 2 priorités ou 2 objectifs spécifiques. Quand c'est au sein d'une même priorité, s'il y a plusieurs objectifs spécifiques, on a beaucoup plus de facilité à avoir, voilà, à choisir et finalement faire inscrire quand même des actions, des types de dépenses qui concerneraient un autre objectif spécifique de la même priorité. Quand c'est 2 priorités différentes, là, c'est vrai que la question va se poser et il faut vraiment, n'hésitez pas à échanger avec votre interlocuteur au sein de l'autorité de gestion, donc l'instructeur, pour faire le choix le plus adapté et prendre la décision. Voilà. Mais si c'est 2 volets très importants en termes de dépenses et que vous avez la capacité aussi à avoir 2 dossiers, ben dans ce cas-là, ça peut être aussi un peu plus optimisé pour vous d'aller chercher 2 subventions en même temps.
Une autre question sur les fonds. C'est des consortiums. Comment faire pour trouver voilà, des partenaires lorsque les structures commencent et n'ont pas vraiment de réseau dans d'autres pays européens, etc. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est une démarche qui n'est pas forcément évidente, mais qui peut vraiment se mettre en place. Il ne faut vraiment pas avoir peur de se lancer dans la prise de contact. Je vous parlais tout à l'heure, alors sur certains sites, je pense au programme Interreg, au programme Erasmus, vous pouvez avoir des échanges avec donc Erasmus. On a une agence, on a 2 agences d'ailleurs, même en France, une à Bordeaux et une à Paris. Donc, ce sont des volets qui peuvent vous mettre en contact avec des porteurs de projets qui cherchent des partenaires ou parfois qui ont des bases de recherche de partenaires. Donc, déjà, n'hésitez pas à créer votre petit profil de partenaire pour aller identifier des structures. Vraiment, c'est une pratique très courante dans ces programmes. Ensuite, n'hésitez pas à participer aux réunions d'information qui sont organisées sur les différents fonds, différents programmes. Vous avez les actualités en général sur les sites des fonds dans votre région. L'Europe s'engage dans la région. Donc ça, c'est aussi une possibilité parce que pendant ces réunions, même si la réunion, ce qu'on appelle un infodays, au moment où il va être organisé, va être dédié à un appel à proposition déjà en cours. Donc peut-être que c'est trop tard pour participer à cet appel. Par contre, c'est un très, très bon endroit pour rencontrer des structures qui vont participer. Donc, les structures qui participent en général participent régulièrement à ce type de fonds, savent faire, ont même des réseaux, donc peuvent faciliter aussi la mise en contact, etc. Donc, c'est des très bons lieux d'échange et de prise de contact pour des partenariats. Et enfin, donc après, les méthodes qu'on peut utiliser et qui peuvent faciliter l'identification de structures, c'est celle vraiment de la recherche via les exemples de projets qui sont publiés. Donc, sur chaque espace, chaque site Internet dédié à des projets, si on prend Erasmus ou les Interreg ou le CERV, la commission publie la liste des projets qui sont financés avec les noms des structures bénéficiaires, parfois les coordonnées aussi. Et donc, on peut rentrer en contact et directement les contacter parce que ce sont des structures qui, très souvent, en fait, quand on s'engage dans cette démarche, le premier projet peut être un petit peu compliqué, mais quand on en fait un, en général, on y retourne. Donc, on a des structures vraiment qui sont assez régulièrement impliquées dans des projets et très souvent, nous, on trouve des partenaires au-delà de nos réseaux. Quand il manque des partenaires, c'est avec cette démarche qu'on peut en identifier, savoir que ce sont des structures solides, des structures intéressées et des structures qui savent faire. Donc, voilà. C'est vrai que le consortium peut prendre un petit peu de temps au démarrage. Peut-être aussi au niveau de vos thématiques, il peut y avoir des réseaux européens qui sont déjà en place et qui peuvent faciliter. Je pense aussi aux représentations de vos régions à Bruxelles. Donc, il faut savoir que chaque conseil régional, chaque région a un bureau de représentation, physique ou pas, hein, mais voilà, qui fait le lien avec Bruxelles. Et parfois, ils peuvent aussi avoir des contacts ou des coordonnées de structures qui cherchent des partenaires ou qui sont particulièrement actifs sur les programmes qui vous concernent. Oui, c'est bien. Encore une? Encore une. Sur le reporting, une question sur le fait qu'en fait, du coup, il doit toujours être, entre guillemets, prêt. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait sur vraiment la durée et pas... Au fil de l'eau. Voilà. Oui, c'est un peu ça, c'est pour comment... Alors, en fait, le reporting, c'est vraiment... il faut intégrer l'action de reporting dans l'action même de votre projet. Ça, c'est très important parce que plus tôt on l'intègre, on va le cadrer, on va l'outiller, plus ça sera facile et moins de temps on y passera. Donc ça, pour nous, c'est vraiment important de savoir aussi, de pouvoir identifier ce dont on a besoin pour mettre en place un reporting efficace.
et peut-être en termes de formation, en termes d'outils, d'accompagnement aussi, puisque vous pouvez solliciter des structures dans l'appui à la gestion de projet. Donc, c'est une mission qu'on fait régulièrement. Donc, c'est vraiment quelque chose, vous pouvez vous faire aider, accompagner sur même les premiers projets pour sécuriser la démarche. Et donc, effectivement, on met en place, alors je vous donne un petit peu un déroulé schématique en fait, sur un projet par exemple de 2 ans, où le premier mois où on va lancer, on va créer les outils de suivi qui découlent en fait des outils de candidature, le rétro-planning, la liste des justificatifs qu'on a pré-identifiés, etc. Former ou renforcer les compétences au niveau des équipes là-dessus, parce que mine de rien, même si on est sur un projet isolé, toute l'équipe, toute la structure doit être informée à minima, si ce n'est formée, mais avoir vraiment un minimum de communication sur ce que représente la mise en œuvre de ce projet. Et puis après, donc de manière régulière, donc après, la fréquence va dépendre de la durée du projet, mais ça peut être voilà, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, avoir une collecte des justificatifs réalisés. Une fois par mois, on met à plat les outils et on a une communication, si besoin, avec l'autorité de gestion. Voilà, tout ça, bien évidemment, à chaque fois, c'est pas forcément une journée à chaque fois, hein, tout dépend de la taille du projet, mais il faut l'organiser. N'hésitez pas à vraiment faire un planning de réalisation de la gestion avec des petites fiches de procédure pour que tout soit clair pour chaque personne impliquée, de près ou de loin, au niveau du projet. Et voilà, plus ça sera cadré, moins vous y passerez de temps en phase de réalisation et le projet sera d'autant plus sécurisé aussi. Voilà. Est-ce que Sébastien, vous avez une question? Pas du tout, je réapparais parce que Oula, On arrive au bout. Oui. ouais, on est arrivé au bout, on a un peu dépassé, mais il y avait beaucoup de questions, ça a suscité beaucoup d'intérêt, c'est très intéressant, vous avez apporté beaucoup d'éclairage. Je ne sais pas s'il y a encore une question, Camille, ou si on s'arrête là. Alors, il y avait plutôt une question sur le fait de savoir si ce sera revisionnable ou pas. Donc, ça, je ne savais pas, donc je n'ai pas voulu. Alors là-dessus, ce sera effectivement revenu plusieurs fois, je l'ai vu, la question. Oui. Ça sera Je ne voulais pas dire de bêtises. Ça sera disponible sur le site alisfa.fr, donc voilà, on le publiera, et tout comme le support qui sera également téléchargeable. Très bien. Merci beaucoup à toutes et tous pour votre écoute et la participation aux questions. J'espère que cette intervention vous aidera à vous lancer vers ces dispositifs et générera de nouveaux projets. Et on ne peut que vous souhaiter de beaux projets européens par la suite. Et on vous remercie Merci. à notre tour. Merci Valérie, merci Camille pour toutes les réponses apportées au fil de l'eau. Il y a vraiment eu beaucoup de réponses apportées. Merci Anna Laura pour l'organisation. Et merci à tous pour votre participation et votre engouement. Ça fait vraiment plaisir. Et donc à bientôt pour un prochain webinaire.